Cette vidéo fait suite aux 2 épisodes qui viennent de sortir sur mon expédition en Côte d'Ivoire. Le retour à la civilisation était plutôt difficile et le retour en France encore plus avec le palu. Donc cette vidéo est là pour ça, vous expliquer comment ça se passe, le post-expédition. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on fait quand même rarement des vidéos studio, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai des anecdotes à vous raconter sur la fin de l'expédition, comment j'ai fait pour rentrer de Djoroutou à Abidjan. C'était vraiment une galère innommable. Après, en rentrant en France, bam, le palu. Enfin bref, plein d'histoires à vous raconter. Je vais vous expliquer comment suivre l'expédition qui arrive là, quand la vidéo sort. Je pars dans 2 jours. Vous allez pouvoir suivre ça, et en temps réel en plus. Ça, c'est plutôt cool. Bon, maintenant, on passe au vif du sujet. Avant de passer du coup à tout ce qui est l'après-expédition et le palu et comment je m'en suis sorti, etc. Parce que franchement, à 2 doigts de clamser. Je voulais du coup vous expliquer comment vous allez pouvoir suivre l'expédition en novembre en temps réel. Comme pour l'Amazonie, ce sera du coup disponible en story instantanée directement sur mon Instagram. Ce sera retranscrit par téléphone satellite, enfin SMS satellite comme la dernière fois pour ceux qui étaient là pendant l'Amazonie. Il y aura des stories jour après jour du coup pour voir l'avancement de l'expédition, peut-être avoir des anecdotes, des photographes qui viennent avec moi parce que bien sûr je ne pars pas tout seul, vous allez très vite tout comprendre. Je vous invite vraiment à aller sur mon Insta à partir du 4 novembre, il y aura des stories tous les jours jusqu'au 23 décembre sur l'expédition et avoir un peu tous les offres. Par contre, la vidéo sortira bien plus loin parce que grosse ambition de documentaire, donc je pense que ce sera plus fin 2023. Enfin bref, on va essayer de faire au mieux. Voilà comment poser les bases et voilà où il va falloir suivre l'aventure en direct, donc je vous attends vraiment sur mon Instagram. Du coup, l'expédition, parce que je vous ai pas vraiment expliqué ce qui allait se passer, c'est traverser la forêt de Taï du nord au sud en intégrale. Chose jamais réalisée, tous les rangers du parc m'ont dit « Nico, c'est impossible, tu vas mourir ». Moi je pense vraiment qu'il y a une vraie possibilité parce que je commence à connaître la jungle, ça va vraiment être ultra stylé. J'ai hyper bien fait quand même de faire le repérage de la forêt de Taï par l'ANA parce que c'était une bonne mise en bouche, très clairement en retour là, tout de suite maintenant. J'ai pas trouvé ça très compliqué. C'est vraiment à la portée de plein de personnes, il faut juste être très calme par rapport à tous les temps, etc. Donc, pour être vraiment plus concret, moi, pour cette expédition, je vais partir du lac de Bayo, descendre jusqu'à la forêt de Taï, à partir de là, descendre à pied pour rejoindre le Méno, descendre le Méno en packraft, continuer jusqu'au mont Ninukwe, récupérer la petite graine que j'ai laissée, et après terminer toute la partie du sud à pied, avec le sac à dos, etc. Les tenants et aboutissants sont que, pour comparer à l'Amazonie, j'avais fait 6 jours de packraft, 4 jours à pied, 2 jours de packraft pour terminer. Là, ça va être 4 jours de packraft, 10 jours à pied, 3-4 jours de packraft, j'espère, 7 jours à pied, le mont Ninukwe, 15 jours à pied. Donc en gros, j'ai vraiment step up. Imaginez-vous du coup vraiment que dans la partie 3 de l'Amazonie, il y avait que 4 jours à pied. Là, je vais en faire à peu près 23-24. Pourquoi ? Bah parce que vraiment, je pense qu'il y a un gros potentiel dans la jungle. Et si je passe ce step-là, peut-être qu'un jour, la traversée de l'Amazonie en entier sera possible. C'est toujours un projet qu'on a en tête et on sait jamais. On verra bien. Pendant ce temps-là, j'avais parlé de documentaire et que je ne partirais pas seul. Et bien du coup, c'est pas totalement vrai. En gros, je vais partir moi tout seul pour l'expédition. Sauf qu'il y aura 2 personnes avec moi. Quentin Furic, du coup, c'est mon photographe qui avait fait toutes les photos d'Amazonie quand on avait fait la reconstitution à la fin de l'expédition. Et je pars aussi avec Fab Walpix, donc qui a aussi une chaîne YouTube un peu plus connue quand même, qui fait beaucoup de documentaires sur pas mal d'animaux, des plongeurs, etc. Il habite à côté de chez moi, ça fait longtemps qu'on parle. Vraiment un mec ultra motivé, trop déter à essayer d'aller choper tous les serpents, tous les animaux de cette magnifique forêt. Donc eux, leur mission, qui va pas être très simple non plus, ça va être de filmer tous les animaux, de vous emmener en immersion dans les affûts, dans leur petite vie, plus sédentaire. Donc moi je rends la partie nomade où je vais marcher tous les jours et réussir à faire ces 150 km. Eux, ils vont plus être sédentaires, à essayer de choper un peu toutes les bestioles, tous les insectes, tous les serpents, pour vous ramener des images incroyables. Donc ça va être un documentaire un peu mixte, où on va pouvoir jouer avec ces 2 temporalités, avec ces 2 projets communs. Ça va vraiment faire un truc incroyable. J'en dis pas plus, vous avez compris. Là pour l'instant, on va vraiment prendre la forêt de Taï comme terrain de jeu, chacun de notre côté, chacun de nos spécialités, et on va vraiment essayer de faire un bijou de documentaire. Donc pour résumer, un mois en jungle, c'est le truc qu'il faut retenir, ça va être trop stylé, moi je vais être vraiment déconnecté de tout. J'ai peut-être oublié de préciser que à des moments, j'aurai Fab et Quentin qui vont pouvoir me rejoindre parce que je serai pas trop loin de la frontière de la forêt, donc ce sera peut-être à un endroit puis au mont Ninukwe. Et du coup ça permettra de mettre 2-3 stories sur Instagram où vraiment je vous parlerai de l'avancement et peut-être des petites anecdotes, et de voir peut-être l'avancement de mon corps qui va perdre 7 kilos voire 11 kilos pendant toute cette aventure. C'est trop stylé. J'ai trop hâte. Bon, du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux anecdotes de la fin de l'expédition que j'ai faite en juillet 2022 sur l'Anna, la traversée d'est en ouest de la forêt de Taï par la rivière. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, pour rappel, j'arrive à Djoroutou. Après l'expédition, je dors dans la caserne, c'est sur un vieux lit très bizarre, mais ça va, franchement, je suis pas très compliqué. Je dors là.
pour attendre du coup un chauffeur qui devrait arriver normalement le lendemain matin, tranquillement. Ce chauffeur, il vient de San Pedro, une ville beaucoup plus au sud, il a 6 heures de route, je crois qu'il est parti à 23 h, il a roulé toute la nuit et il est arrivé à 11 h. C'est un peu pour vous dire à quel point déjà il était fatigué. Et c'était compréhensible, hein, parce que c'est pas une route très goudronnée, c'est plutôt des routes très compliquées. Donc il arrive vers 11 h à la caserne, on charge le kayak, tout le matos, compliqué, on n'avait pas grand chose pour l'accrocher, etc. Et là, l'objectif est simple. Rejoindre Abidjan. Annoncé sur le GPS, 13 h. Sauf que le GPS fait pas de différence entre les routes goudronnées et les routes non goudronnées. Là commence le vrai problème. On part tranquillement à travers champs d'huile de palme, champs de palmiers à huile, pendant au moins 200 ou 300 km, pendant 6 heures, jusqu'à San Pedro. Là franchement, on sympathise, on fait une équipe, j'ai pas le droit de conduire, il ne veut pas que je touche au véhicule, du coup je ne peux même pas le soulager de la conduite, etc. Lui il en est déjà à plus de 15 heures de conduite, le pauvre, il a dormi un peu en mode galère, il m'a dit. Et on avance. On arrive à San Pedro, là je sors du cash pour payer le chauffeur, parce que du coup j'avais pas pu le payer en avance. Déjà il est venu, il a eu confiance et tout, déjà quelque chose d'incroyable, parce qu'il n'y a pas de réseau. J'étais vraiment dans un village où pas trop l'habitude qu'il y ait des visites. Je vais pas vous mentir, on me regardait en mode qu'est-ce qu'il fait ce génie de la forêt à être sorti de là-bas dedans, tu vois. Donc c'était assez incroyable, et même pour la petite anecdote, j'arrive, je fais, y a pas un truc à bouffer, j'ai trop la dalle et tout. Ils me font non. Si tu veux, il y a un poulet là-bas, tu peux aller le chercher et le manger. Chose qui a été faite instantanément, je vais pas vous mentir, j'avais une dalle incroyable, et du coup on a fait un festin avec pas mal de monde, donc ça c'était cool. Mais bref, on arrive à San Pedro, et là, deux choix s'offrent à nous. Soit on prend la côtière qui nous fait passer directement en ligne droite de San Pedro à Abidjan, chose qui selon moi est le plus judicieux, tu vois. Soit on remonte jusqu'à Soubré et on refait un grand détour qui nous rajoute 4-5 heures sur le GPS. Moi j'ai très confiance au GPS, je me dis vas-y. Lui il était un peu en mode j'ai pas pris la côtière depuis 4 ans, machin et tout. Normalement la côtière elle est censée être terminée, goudronnée toute droite pour 2023 parce qu'il y a la Coupe d'Afrique de foot je crois. Donc c'est vraiment, il y a un énorme stade immense qui se construit, etc. à San Pedro. Donc normalement, le Abidjan-San Pedro devrait se faire en 2h30, 3 heures de route sur une route hyper cool. Sauf que là, il n'y a rien qui est fini. On a mis des heures avec des trous, des trucs. Normalement, donc j'avais dit 3h30 annoncées, on a mis 13 heures. 13 heures parce que aussi on a eu des galères. Des vraies galères. Genre vraiment, vers 1h du matin, prochain village dans 7 km, on casse l'embrayage. Oh, mais c'est qu'on n'a plus d'embrayage. Ah. Bon, on va trouver des solutions, hein. C'est-à-dire qu'on reste en 3ème et on ne peut pas passer en 2ème, ni en 1ère, ni en 4ème, il n'y a rien qui marche. Quand il cale, il doit démarrer en 3ème, donc moi je sors, je pousse. Un enfer. Donc on arrive à faire les 7 km pour arriver au village. Là, il est vraiment 1h30 du mat et on se dit, bah il faut trouver un gars pour nous trouver la pièce parce que là, c'est dead, tu vois. On voit des gars qui nous offrent du maïs au milieu de la route, on est vraiment dans un truc bien perdu, tu vois. Moi j'ai toutes mes affaires. Je me dis putain, il faut que je garde un œil sur tout. Faut pas qu'il y ait un problème et tout, j'ai tous les rushs de la vidéo, j'ai vraiment pas envie de perdre ça. Il peut se passer des dingueries, on sait pas, tu vois, il peut y avoir 1000 trucs qui se passent, donc moi je suis en mode un peu à l'affût, mais complètement exténué en plus. Et là, les gars, ils montent dans la voiture, c'est 3 jeunes, 19 ans, 20 ans, ils nous disent ouais, roule tout droit là-bas, vas-y, on pousse la voiture, machin et tout, roule tout droit. Ils nous amènent dans une petite cabane perdue à la fin du village. Ils vont chercher un gars et en fait c'était un mécano. Ils sont allés le réveiller à 2h du matin. Il a commencé à nous dire ok vas-y let's go. Je fouille sous la voiture, j'enlève la pièce. Et lui il vivait un peu dans une décharge avec plein d'autres voitures. Il allait chercher sur toutes les voitures si la pièce était la même, mais elles étaient toutes trop grosses. Et du coup il a fait ok, il y a une autre décharge à 14 km. Les jeunes prenez une mobilette, allez chercher la pièce, etc. Et vers 3h30 du matin on les voit arriver avec leur petite mobilette comme ça. Ils nous trouvent la pièce en disant regardez on a trouvé la pièce, let's go. Donc je ne sais toujours pas à l'heure qu'il est si la pièce elle vient d'un véhicule de décharge ou s'ils ont trouvé un véhicule Toyota similaire sur le bord de la route, ils ont fait hop hop hop, on l'a pris et on le laisse en panne l'autre, tu vois. J'en ai qu'une idée et franchement j'en ai rien à faire. On a réussi à réparer notre voiture et à rouler vers Abidjan. Bon, 1000 galères. On est arrivé, il était genre 14h. On était mort, on était parti à 11h la veille. On a fait plus de 24 heures de route. On a dormi un peu sur le côté de la côtière. Faut savoir que pour les gens qui connaissent la côtière, c'est un enfer et j'espère qu'elle va être finie cette route parce qu'après ça va être trop stylé. Mais on arrive à Abidjan et tout se passe bien. Franchement, a posteriori, je me dis vraiment, est-ce que l'expédition de la night est plus compliquée que ces 25 heures ou 26 heures de voiture? Je ne suis pas sûr. J'ai rarement été autant éclaté. En plus, il y avait plein de camions qui passaient pour du coup aller amener du matériel pour construire la route. Mais là-bas, ça roule plein phare. Tu te prends les phares dans la gueule et le chauffeur, il m'a dit, mais là-bas, ils ont qu'un seul phare. Si tu coupes, genre, le phare, ils ont plus de lumière. Donc vraiment, on se faisait éclater les yeux. On était les seuls dans ce sens-là. Tout le monde allait vers San Pedro. C'était horrible. Mais il y a qu'une seule chose à retenir.
pire, c'est que à 2h du matin, on a réveillé un mécano, des gars qui sont allés nous aider, etc. Bon, on a payé un truc, mais c'était rien, c'était genre 10 balles. Ils ont été incroyables. C'est ça que j'adore en Afrique, c'est vraiment, t'as un problème, tu trouves des solutions. Tout de suite, on trouve des solutions, on s'arrange, on magouille. Et c'est ça qui est plutôt stylé, tu vois. On arrive à Abidjan, je sauvegarde les rushs, parce que j'avais d'autres disques durs et tout, et là je me sentais mais tellement serein. Je rentre en France directement, pas le temps de niaiser. Bim, du coup, 3 jours après mon retour en France, le palu sonne à la porte, comme on dit. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement le paludisme, je vais vous en faire la fameuse description Wikipédia. Donc c'est une maladie grave, potentiellement mortelle, transmise par des moustiques et extrêmement répandue dans les zones tropicales. Donc pour l'instant, j'ai tous les critères. Il existe plusieurs parasites responsables du paludisme et le Plasmodium falciparum est du coup le plus dangereux parce qu'il est responsable des cas les plus mortels. Et obviously, c'est celui que j'ai eu. Je suis franchement de base assez optimiste. J'étais renseigné sur le palu, j'étais très renseigné sur les symptômes, je savais que le temps d'incubation était de 8 jours en moyenne, du coup ça allait pile arriver le week-end de mon retour en France, normalement, enfin j'étais vraiment dans les critères, donc je suis quand même assez à l'affût. C'est comme en Amazonie en fait. En revenant, j'aurais pu très bien avoir plusieurs mois après la leishmaniose ou des vers macaques, donc j'étais à l'affût, je regardais mon corps, si à un moment je me sentais mal, j'essayais de faire des rapprochements, donc voilà, sereinement, en mode bon bah je peux avoir le palu, je vais être juste attentif à ce que mon corps ressent, et si j'ai un symptôme, bam, direction hôpital. Vraiment très optimiste. Et finalement, c'est devenu, franchement je pense, dans le top 2 des pires moments de ma vie, après m'être cassé le bras ou vraiment violent avec 6 mois de plâtre et tout, je pense que le palu est dans le top 2 large des pires moments de ma vie. En gros là je vais vraiment vous faire un retour d'expérience, hein. Je suis pas médecin, je vais juste vous faire le retour d'expérience que j'ai eu. Le paludisme du coup comme je vous dis il y a plusieurs formes, il y a des formes comme vous pouvez l'entendre et c'est ce que j'avais beaucoup entendu qu'une fois que tu l'as à vie, mais le falciparum si tu le prends bien, en tout cas c'est mon cas, hein, mais si tu le prends bien en charge très rapidement, tu peux du coup le tuer si lui te tue pas. Donc moi, comme vous voyez je suis là, donc non, je n'ai plus de palu et je ne peux plus faire de crise par rapport à celui que je viens d'attraper. Par contre je suis pas du tout immunisé, là en retournant en Afrique je peux le rechoper day one. Mais du coup je vais quand même vous raconter tout ça parce que c'était quand même assez ouf et assez violent. On va pas s'épiloguer à fond, mais de toute façon il y en a qui l'ont suivi sur Instagram, j'ai mis des stories à l'hôpital parce que je passais des dingueries et tout. Mais en gros, très très simple. Je vais me coucher le vendredi soir et vers minuit, enfin vers 1h du matin, je vais me coucher vers 1h du matin le vendredi soir et petite sueur froide, petite chaleur au niveau du crâne, je fais ok j'ai le palu. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit à l'instant T, ok j'ai le palu, je verrai demain matin, bonne nuit, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital à 1h du matin. Toute la nuit je dors pas, toute la nuit je suis en mode galère et tout, je me dis l'enfer. Et puis genre vers 4h du matin, je tape sur l'épaule de ma meuf comme ça, je fais j'ai le palu, faut aller à l'hosto peut-être là. Je fais ouais. Du coup on se lève, bam, on est à 5 minutes ou à 10 minutes de l'hosto, je sais pas, mais pas très loin. On arrive devant les urgences et là ils me disent non tu peux pas rentrer, t'as pas appelé le SAMU. Je fais mais comment ça? Je dois venir parce qu'il y a un problème, s'il vous plaît laissez-moi entrer et écoutez au moins ce que j'ai à dire. Ils me font non, maintenant, pour aller aux urgences, faut appeler le SAMU avant. Je fais ok. Alors là, expliquez-moi, j'habite à 5 minutes, j'allais pas déranger une voiture du SAMU, je veux juste rentrer, j'ai le palu, faut que je fasse des analyses. Bref, je vais rien dire. Enfin, j'ai dû sortir mon téléphone, j'appelle du coup le SAMU là maintenant pour dire que je peux rentrer dans l'hôpital, pour qu'ils me laissent rentrer. Bref, quand j'ai fait ça, ils m'ont dit bah non, du coup rentre, c'est bon, machin, etc. Ils m'écoutent, je dis voilà, je rentre de Côte d'Ivoire, j'ai le palu. Franchement, un conseil, hein, si vous allez dans des milieux tropicaux, renseignez-vous sur le palu plus que tout le monde, parce qu'en gros, ils savaient pas si c'était contagieux, du coup ils étaient un peu stressés, ils savaient pas quoi faire. Moi je sais que le palu c'est pas contagieux, je sais juste que je dois faire une prise de sang pour vérifier s'il est là, je sais que la maladie elle dure 3 jours, donc c'est hyper important de le prendre le plus tôt possible, tu vois. Donc là c'était 5 heures après que j'ai senti les premiers symptômes et que j'en étais plutôt convaincu. Enfin, c'était un peu compliqué tout ça, mais jusqu'à ce que je vois du coup le médecin qui est spécialisé sur toutes les infections, tout le côté parasitaire, qu'il arrive d'un ton très noir, vous avez le palu. Je fais ok cool. Du coup je me lève et je fais bon, du coup c'est quoi le plan? Qu'est-ce que je fais? Il me dit écoute, bah du coup tu rentres chez toi, tu vas juste prendre ces médicaments à la pharmacie et tu prends 4 cachetons par jour pendant 3 jours et tu dors. Je fais ok, bon bah ça a pas l'air bien compliqué, toujours très optimiste, je me dis bon bah ça va plutôt bien se passer, j'ai pris ça en temps et en heure etc. Nickel, parce que là on est bien. Sauf qu'en fait, du coup, je vais à la pharmacie, le médicament n'est pas disponible avant lundi. Il est impossible de le trouver dans toutes les pharmacies autour, c'est-à-dire qu'en gros, j'habite à Annecy, on a appelé Lyon, on a appelé de partout, ils avaient pas le médicament qu'il me fallait. Et je sais pas pourquoi en plus, il était 11h du mat à la pharmacie, j'ai eu une envie de vomir, de tomber dans les pommes, je me suis écroulé dans les toilettes de la pharmacie, enfin, là je commençais à prendre les effets pleine claque et je me suis dit, ah ouais, c'est donc aussi violent, moi je suis pas quelqu'un qui est trop sujet aux maladies globales, là je prends un truc comme ça, tu vois, plein dans la gueule.
Et je me dis bon, du coup c'est important, il va falloir quand même trouver des médicaments, on retourne à l'hôpital, on arrive à trouver des médicaments dans la pharmacie secrète de l'hôpital, et il y avait que 8 cachets au lieu de 12 qu'il me fallait, mais c'est pas grave, au moins j'en ai au moins pour 2 jours, on verra l'avancement, etc. Je rentre chez moi, je prends les médocs, et là je me dis, ah, ça va mieux, je sais pas pourquoi, peut-être un petit effet placebo. Je vous passe les détails, j'ai passé la pire nuit de ma life. Hallucination, j'arrivais plus à parler, mon cerveau, enfin en fait le paludisme peut être assez neurologique, je parlais comme ça, je n'arrivais pas à exprimer le fond de ma pensée, j'ai rien, je suis monté à 40,3 de fièvre, pour moi 40 c'est genre un hammam, tu vois, je me dis pas oui bah du coup c'est hyper fiévreux, tu vois, je fais bon ok, t'as tout hein, puis je me suis mis dans un bain comme ça là, le bain froid, j'avais chaud et tout, je me dis bon pire nuit, elle a duré genre 20 heures dans ma tête alors que ça a duré 5 heures dans la réalité, pire nuit de ma vie, et le lendemain pareil, impossible de manger, impossible de boire, tout ce que tu bois ça ressort, du coup t'es en mode bon il va peut-être falloir que j'aille à l'hôpital, mais moi je suis un peu têtu, je suis en mode vraiment c'est bon, ça va pas me tuer tu vois. La journée passe, du dimanche comme ça, vers 11h j'arrive à prendre les cachets sans qu'ils ressortent et tout, je fais ok bon bah ça va plutôt bien et tout, et là plus rien qui va. À 17h, je prends ma température, je suis à 41,6. J'étais bouillant, tu vois, genre j'étais pas bien. On appelle le SAMU, on le dit là, il y a un problème et tout, faut que je retourne à l'hôpital. Ils me disent, ok, il y a eu des gens qui se sont fracassés dans le sport parce qu'il y avait beaucoup de journalistes et tout. Les pompiers sont pas dispo avant au moins 30 minutes, je sais pas. J'y vais, tu vois, on va à l'hôpital. Moi, je pouvais pas bouger, hein. Je pouvais vraiment pas bouger, je m'en rappelle à moitié, du coup, je pouvais pas bouger. Je dis, non, mais c'est bon, je vais aller à l'hôpital, y a pas de souci. Je peux vous dire quelque chose, hein. De mon canapé ou du lit, je sais même plus. À l'hôpital, j'ai aucun souvenir. Aucun. Je sais juste de ce qu'on m'a raconté, que genre les pompiers sont venus me sortir de la voiture, qu'on m'a directement mis sous perf, sous machin et tout. Je me rappelle de rien du tout. Franchement, c'était vraiment pas joyeux. Pour finir, du coup, hôpital, petite perf et tout, je me réveille, je suis aux urgences et tout. Moi, j'aime bien les hôpitaux. Parce que du coup, j'ai travaillé 4 mois dans les blocs opératoires quand j'avais 19 ans, donc j'ai vu toutes les opérations et tout. Je connais comment fonctionnent en fait les hôpitaux. J'aime bien, tu vois. En gros, les gens qui aiment pas les hôpitaux, c'est qu'ils comprennent pas quand on est laissé à un endroit, pourquoi on est laissé à un endroit, ils comprennent pas tout ce qu'il y a autour. Je suis un peu chez moi, tu vois, j'aime bien. Et je sais que là, je suis en attente d'un lit pour être dans le côté infectiologie et à partir de là, on va m'expliquer quoi prendre, etc. et qu'est-ce qui se passe concrètement. Parce que là, moi, j'ai aucune news. Je me suis vraiment, je suis passé de chez moi à l'hôpital avec perf d'eau salée, perf de bouffe, des prises de sang dans tous les sens, à moitié à Walm. J'étais en mode ok, let's go, 2 jours, un petit moustique te détruit autant. Bref, dimanche soir aux urgences. Lundi soir, je dors dans une chambre et mardi matin, je me casse. Je me dis, ok, le palud c'est 3 jours, on va pas attendre plus longtemps, on va pas prendre plus de place à l'hôpital. Je sais que c'est 3 jours. Et franchement, le mardi, hormis le côté que j'avais plus d'appétit pendant presque 5-6 jours, là, c'est vraiment du jour au lendemain, ça se termine. En fait, le parasite, il migre, tu vois. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Donc c'est vraiment une maladie, 3 jours, tu prends des coups de machette et après, t'as plus rien. C'est vraiment très impressionnant, par contre faut vraiment pas la prendre à la légère. Voilà, je voulais faire un petit retour parce que le palud c'est vraiment quelque chose de très violent. Tous les Africains que j'ai rencontrés, les rangers et tout, m'ont dit ça y est, maintenant tu es tropicalisé. Donc je suis très content d'être tropicalisé, d'avoir eu le palud. Même si du coup je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'empêche pas de le revoir. J'ai eu beaucoup de retours sur Instagram. Je crois que ça a jamais aussi bien marché, des stories comme quoi il faut être malade pour que les gens s'intéressent un peu à ce qui se passe. En tout cas, si vous avez peur du palud, dites-vous qu'en vrai il faut prendre les préventifs. Moi je les avais pas pris, donc c'est totalement de ma faute. Même si ça n'empêche pas de l'attraper, au moins vous êtes au courant, prenez les préventifs, ça ira très bien. Moi j'étais vraiment dans un endroit sujet, un moustique sur 2 avait de toute façon le parasite en lui. En rentrant en France, je savais que j'allais l'avoir, c'était une évidence, donc voilà. Mais il faut pas en avoir peur, mais il faut pas le sous-estimer. Voilà, je voulais vous faire un petit retour parce que souvent on voit les expéditions, on se dit bah, c'est magnifique, alors soit j'aimerais ne pas être à sa place, soit j'aimerais être à sa place pour vivre l'expérience, etc. Moi l'expérience je la referai 15 fois, même si j'avais 15 fois le palud, ça ne m'a pas dégoûté, c'est pour ça que j'y retourne là dans 2 jours pour vous. Non franchement, quelle expérience de ouf. Vous avez le retour du palud, vous avez toute l'explication qu'il vous faut pour suivre l'expédition en novembre. Allez sub Fab, allez sub Quentin, parce qu'ils vont peut-être mettre eux aussi des offres sur Instagram, mais surtout venez sur Insta parce que très clairement vous allez avoir un contenu tout le long. Je mettrai aussi peut-être en communauté YouTube des trucs tous les 2-3 jours. La personne qui gérera mon Instagram et elle mettra aussi des choses dans la communauté YouTube de temps en temps pour suivre l'avancement et vous tenir au courant s'il y a des petites couilles comme la dernière fois quand je me suis coupé la main. Ici il y a encore la marque. Oui. Bref, j'espère que ça va pas réarriver. J'ai tout mon matos, je suis ultra prêt. Ça va être incroyable. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo studio. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps que je vais en faire, mais quand ça a du sens, ben j'ai envie de le faire. Dites-moi du coup en commentaire que vous avez kiffé avoir un peu un retour studio comme ça. Dites-moi aussi si vous avez hâte de novembre. J'espère que vous allez kiffer. Venez me suivre sur Insta comme d'hab, je vous l'ai déjà dit. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura une vidéo qui va quand même sortir là, mi-novembre, qui est finie sur l'ascension de 2 sommets dans les écrins à plus de 4000 mètres. La vidéo est trop magnifique. On a décollé en parapente et tout, c'était une dinguerie. Bref, je spoil pas plus, ça sortira, elle est déjà programmée là. Bon allez, on se dit à une prochaine aventure. Moi je pars dans la jungle, vous venez sur Instagram voir ce que je suis en train de faire dans la jungle. Ciao tout le monde, à la prochaine.